Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une figure vraiment fascinante, Konstantin Tsiolkovsky. Oui, un vrai visionnaire. On va plonger dans ses écrits qui sont littéralement les fondations de l'exploration spatiale. L'idée, c'est de comprendre comment un homme, à la fin du 19e siècle, a pu imaginer avec une précision folle, C'est ça, les fusées, l'apesanteur, et même ce que ressentiraient les premiers astronautes. exactement. Pour ça, on a mis la main sur des extraits de ses œuvres complètes. On a notamment un texte de 1883, L'espace libre, et puis des travaux plus techniques. On va un peu lire par-dessus son épaule. C'est tout à fait ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de retracer le cheminement de sa pensée. On part d'une expérience presque philosophique, Hmm, une pure abstraction, pour arriver à des plans d'ingénieur incroyablement détaillés. C'est un voyage qui montre comment une question toute simple, qui est comment se déplacer dans le vide, peut mener à réinventer le futur de l'humanité. On va suivre ce fil étape par étape. Alors, justement, cette expérience de pensée de 1883, l'espace libre. Ça sonne très poétique. Oui, Mais qu'est-ce qui met derrière ces mots? C'est quoi cet endroit? c'est son laboratoire mental. En fait, il se dit « oublions la Terre, oublions le Soleil. Imaginons un point dans l'univers, tellement loin de toute étoile, de toute planète, que l'attraction gravitationnelle est quasi nulle. D'accord, un vide parfait. C'est ça, un environnement de pure physique où il peut enfin étudier le mouvement sans la pollution de la gravité, comme il dit. Et dans ce laboratoire mental, j'imagine que les règles du jeu sont complètement chamboulées. Oui. On perd tous nos repères terrestres. Complètement. Il déduit les conséquences de manière très logique. D'abord, il n'y a plus de haut ni de bas. Ah oui, Ces concepts n'existent que parce que la gravité nous tire dans une direction. Là-bas, toutes les directions se valent. et puis, le point central, plus rien n'a de poids. Le poids, en fait, c'est juste la force de la gravité sur une masse. Donc, sans gravité, Pas de poids. c'est difficile à imaginer concrètement. Il donne des exemples pour qu'on puisse se le représenter. Ah oui, et ils sont très parlants. Il écrit qu'on pourrait se tenir sur la pointe d'une baïonnette sans la moindre égratignure, Parce qu'aucune force ne nous pousse dessus. exactement, ou qu'on pourrait soulever 1000 poudes avec le petit doigt. 1000 poudes. C'est une vieille mesure russe, ça fait environ 16 tonnes. On pourrait déplacer une masse énorme sans effort. C'est dingue. Il dit que des montagnes ou des palais pourraient flotter dans le vide sans aucune fondation. Il fait vraiment exploser toutes les contraintes de notre monde. C'est vertigineux. Il ne se contente pas des calculs, il essaie vraiment de peindre le tableau. Et visuellement, ça ressemblerait à quoi? Sa description est prophétique. Il parle d'une sphère sombre, d'un noir d'encre qui nous enveloppe. Ce n'est plus un ciel au-dessus de nous. Non, c'est une obscurité totale, dans toutes les directions. Et dans ce noir absolu, des points de lumière incroyablement nets, les étoiles. Et il note un détail qui change tout. Elles ne scintillent pas. Ah, à cause de l'atmosphère. C'est ça. Le scintillement, c'est l'effet de notre atmosphère. Sans elle, la lumière des étoiles est fixe, glaciale. Il trouve cette vision à la fois majestueuse et un peu angoissante. Il la qualifie de désolée et lugubre. D'accord. Donc on est là, flottant dans ce noir silencieux, sans poids, sans direction. Ça a l'air paisible, mais ça pose un problème assez fondamental, non? Le problème. Comment on fait pour bouger? Voilà. Voilà la question qui va tout changer. Sur Terre, on avance en poussant sur quelque chose. Le sol, l'eau. Toujours. Dans son espace libre, il n'y a rien sur quoi pousser. Si on agite les bras et les jambes, on ne fait que tourner sur soi-même. On est prisonnier. Et c'est en s'attaquant à ce casse-tête qu'il va avoir son intuition la plus. La plus géniale. La plus géniale. Oui. Et cette intuition, il la formule dans une phrase qui a l'air un peu technique. Le mouvement est associé à une perte continue de masse. Si je traduis ça, ça veut dire que pour bouger, il faut jeter quelque chose. C'est exactement ça. C'est le principe de la propulsion par réaction, résumé en une phrase. Pour que ce soit moins abstrait, il utilise des analogies très simples. Imaginez un tonneau rempli de gaz sous très haute pression, qui flotte dans l'espace. D'accord. Si on ouvre un robinet sur le côté, le gaz s'échappe violemment. L'action d'expulser ce gaz va créer une réaction qui pousse le tonneau dans la direction opposée. L'action et la réaction, la troisième loi de Newton. Exactement, mais appliquée au vide de l'espace. Un autre exemple qu'il donne, deux personnes qui flottent face à face. Oui. Si l'une pousse l'autre, elles partent toutes les deux dans des directions opposées à la même vitesse. Elles ont créé du mouvement en s'utilisant comme masse à éjecter. D'accord. Tsiolkovsky comprend alors que c'est la seule façon de se déplacer dans le vide, en éjectant une partie de sa propre masse. Et il précise un point qui devait sembler complètement contre-intuitif à l'époque. Ça marche encore mieux dans le vide. Oui,
parce qu'il n'y a pas d'air pour nous freiner. Et ça, c'était révolutionnaire. Tout le monde pensait qu'il fallait pousser contre l'air. Exactement. Il a été le premier à démontrer que c'était faux. La fusée ne pousse contre rien d'extérieur. Elle se propulse en projetant des gaz vers l'arrière. C'est un système autonome. Il vient de poser le principe de base de tous les voyages spatiaux. Sur le papier, oui. Alors c'est une chose de comprendre le principe, mais c'en est une autre de construire la machine. Est-ce qu'il est resté au niveau de la théorie? Il est allé bien, bien plus loin. Il enfile sa casquette d'ingénieur et se met à dessiner ce qu'il appelle une machine à réaction. Et ces schémas, du début du XXe siècle, sont stupéfiants de modernité. On y voit une chambre métallique allongée pour l'équipage, avec une forme de projectile. Et pour le moteur, c'est là qu'il innove le plus, j'imagine. C'est son coup de génie. À l'époque, les seules fusées, c'était les feux d'artifice, à la poudre. Tsiolkovsky comprend que c'est bien trop peu puissant. Il faut autre chose. Il propose d'utiliser 2 liquides, stockés dans des réservoirs séparés, de l'oxygène liquide comme comburant et un hydrocarbure liquide, genre kérosène, comme carburant. C'est la première fois qu'on théorise la fusée à propergol liquide, La toute première fois, ce qui est la technologie utilisée par la quasi-totalité des lanceurs aujourd'hui, de Soyouz à Falcon 9. absolument. Il imagine ensuite un système pour mélanger ces 2 liquides dans une chambre de combustion pour une explosion continue et contrôlée. Et pour diriger cette énergie, il dessine une tuyère en forme de cône évasée. C'est la forme qu'on voit au bas de toutes les fusées. Il avait déjà tout compris. Il avait compris que cette géométrie était la plus efficace pour accélérer les gaz et maximiser la poussée. C'est un plan de moteur de fusée moderne, dessiné des décennies avant tout le monde. Il avait donc la machine. Mais il était aussi très lucide sur les obstacles. Il parle de 2 coques qui nous retiennent prisonniers sur Terre. C'est une très belle image. La première coque, c'est la gravité. Cette force invisible, mais implacable. Il faut une énergie colossale pour s'en arracher. La deuxième, c'est ce qu'il appelle la coque de fer de l'atmosphère. La résistance de l'air, quoi. Et pour percer ces 2 coques, il faut atteindre des vitesses. Ahurissantes, les vitesses cosmiques, comme il les appelle. Mais une seule fusée, même avec des propelgols liquides, ça semble insuffisant. Le poids du carburant au départ doit être colossal. Comment il a résolu ce problème de poids mort à Il a fixer résolu son- ce problème de poids mort. Excellente question. C'est l'autre problème fondamental qu'il a résolu. Il se dit, pourquoi est-ce que je continue à transporter jusqu'en orbite les énormes réservoirs qui sont maintenant vides? C'est absurde. C'est du poids inutile qui me freine. Sa solution, qu'il publie en 1911, il l'appelle le train de fusée. Le train de fusée? L'idée, c'est de construire une fusée composée de plusieurs fusées plus petites, empilées les unes sur les autres. Le premier étage, le plus gros, s'allume au décollage. Et une fois son carburant épuisé, Il se détache et retombe sur Terre. La fusée, devenue beaucoup plus légère, continuait avec le moteur du deuxième étage. Et ainsi de suite. c'est le principe de la fusée à étage. C'est le principe de la fusée à étage. C'est la seule et unique méthode qu'on utilise encore aujourd'hui pour mettre quoi que ce soit en orbite. Il a tout inventé. C'est absolument dingue. La théorie, l'ingénierie. Mais la partie qui me fascine peut-être le plus, c'est qu'il ne s'est pas arrêté à la machine. Il a pensé aux gens à l'intérieur. Oui. Qu'est-ce que ça ferait humainement de voyager dans son engin? Et c'est là qu'il devient vraiment visionnaire. Il se projette dans le cockpit. Il commence par le décollage. Pour s'arracher à la gravité, il calcule que l'accélération devra être terrible. C'est-à-dire? La gravité ressentie à l'intérieur, la force qui plaque les passagers à leur siège, pourrait atteindre 5 G. 5 fois le poids du corps. Pour un être humain non entraîné, c'est potentiellement mortel. Et il a une solution pour ça? Parce que ça semble être un obstacle insurmontable. Il a une solution et elle est, pour le moins, radicale. Il propose d'immerger les passagers dans de grands réservoirs remplis d'un liquide. Attendez, immerger les gens dans un liquide. Ça semble tout droit sorti de la science-fiction et honnêtement, un peu terrifiant. C'était une proposition d'ingénieur très sérieuse. L'idée physique derrière est impeccable. Dans un liquide, la pression s'applique uniformément sur tout le corps. D'accord, ça évite que les organes soient écrasés. Exactement. C'est un concept qui a été testé par la suite. Personnellement, je suis un peu claustrophobe, donc je suis bien contente qu'on ait trouvé d'autres solutions. Oui, moi aussi. Mais le principe était juste. Et il va jusqu'à décrire ce qu'on verrait par le hublot pendant l'ascension. Oui, on a l'impression de lire le journal de bord d'un astronaute. Il écrit qu'au fur et à mesure, le sol semble se redresser jusqu'à devenir un mur vertical à côté de soi.
Waouh! Puis, en prenant de l'altitude, la Terre se transforme. D'abord une carte en relief, et enfin, quand on est assez haut, elle devient un bol inversé gigantesque qui occupe la moitié du ciel. Il a décrit l'Overview Effect 50 ans avant Gagarine. Tout à fait. Et une fois que les moteurs se coupent, après cette accélération brutale, on arrive dans un tout autre monde, la pesanteur. Exactement. Il décrit cette transition. D'un côté, une sensation de bien-être incroyable, de légèreté. Mais de l'autre, il anticipe les problèmes. Les problèmes physiologiques, Oui, il comprend que sans la gravité, le sang va avoir tendance à affluer vers la tête. ce qui crée une sensation de congestion. C'est exactement ce que décrivent les astronautes aujourd'hui. Il a même pensé à des détails encore plus étranges sur le comportement des objets et des liquides. Ah oui, c'est là qu'on voit à quel point sa simulation mentale était poussée. Il se demande, que se passe-t-il si une goutte d'eau s'échappe? Elle ne tombe pas. Non, elle flotte. Et à cause de la tension de surface, elle va prendre la forme d'une sphère parfaite. Si plusieurs gouttes se rejoignent, elles forment une énorme sphère d'eau qui dérive dans la cabine. Et pour les gens, si on flotte au milieu de la pièce, comment on se déplace? Il explique qu'à la moindre poussée sur une paroi, on se met en mouvement en ligne droite. Et on ne s'arrête plus jusqu'à rencontrer un autre mur. Il imagine les passagers rebondissant doucement les uns sur les autres. Comme des molécules de gaz dans une boîte. C'est l'analogie qu'il utilise, oui. Il a une compréhension totale de la physique en apesanteur. Sa vision est incroyablement complète. Mais pour un projet à long terme, comme une station spatiale, il reste un problème insoluble. Comment on respire et comment on mange? Il y a pensé, bien sûr. Il ne voyait pas le voyage spatial comme une simple sortie. Il imaginait déjà des colonies permanentes. Et pour le support de vie, sa solution est encore une fois celle qu'on étudie aujourd'hui. Créer un écosystème miniature en boucle fermée. C'est-à-dire utiliser des plantes? Précisément. Il propose d'installer de grandes serres éclairées en permanence par le soleil, qui ne se couchent jamais dans l'espace. Ces plantes feraient ce qu'elles font sur Terre. Par la photosynthèse, elles absorberaient le CO2 qu'on expire et produiraient de l'oxygène. Et bien sûr de la nourriture. Mais est-ce qu'il pensait que ce serait viable, faire pousser des plantes dans l'espace? Il pensait même que ce serait plus facile que sur Terre. Ah bon? Bah oui, dans ces serres spatiales, on pourrait contrôler parfaitement la température, l'humidité, la lumière. Et surtout, il n'y aurait ni parasites, ni insectes, ni maladies. Il imaginait des rendements agricoles bien supérieurs. C'est la base de tous les systèmes sur lesquels la NASA travaille pour Mars. Exactement. Quand on met tout ça bout à bout, le parcours intellectuel est sidérant. On part d'une question presque métaphysique sur le vide et on aboutit à des plans pour des fusées et des serres orbitales. C'est le cheminement d'une seule vie. Incroyable. Ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que pour Tsiolkovsky, la fusée n'était pas le but final. C'était un outil, un véhicule. L'objectif était plus grand. Beaucoup plus grand. Il voyait l'humanité comme une espèce fragile, confinée sur une seule planète, à la merci d'une catastrophe cosmique, comme un astéroïde ou de la mort de notre Soleil. Donc pour lui, l'espace était une assurance-vie pour l'espèce humaine. C'est exactement ça. La fusée était le moyen de s'étendre dans le système solaire, de coloniser d'autres mondes, et ainsi de garantir la survie de l'intelligence. La fusée n'était pas une fin, mais une porte de sortie. Il a parfaitement résumé cette philosophie dans une phrase qui est devenue célèbre et qui conclut bien notre discussion. Il a écrit « La planète est le berceau de l'intelligence, mais on ne peut pas vivre éternellement dans un berceau ». C'est une phrase magnifique. Plus d'un siècle après qu'il a dessiné le plan de sortie, on peut légitimement se poser la question, maintenant qu'on sait comment faire, quelle est la prochaine véritable étape pour quitter ce berceau ?